Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, fin de formation pour 419 élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le baptême de la 56e promotion a eu lieu ce jeudi. La promotion Timo Komelia-Kone, du nom du vice-président de la République, a été mise en mission. Excellence, solidarité et probité, c'est l'appel lancé à ces hommes et femmes. Il y a urgence, il faut agir. C'est l'appel de l'UNESCO ici à Abidjan lors de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Le taux d'analphabétisme est de 47%. La première dame Dominique Ouattara entend désormais s'impliquer davantage dans l'alphabétisation, surtout que les femmes sont les plus touchées par la situation. 2,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'offre le Japon à la Côte d'Ivoire. Ce montant doit servir à la promotion et à la mécanisation de l'agriculture. L'accord de don signé entre le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon. Les deux pays se félicitent de cette action qui renforce leur coopération. Et puis la reine d'Angleterre, Elisabeth II, a décédé ce jeudi. Son état de santé s'était dégradé. Elle a été placée sous surveillance médicale dans son château de Balmoral en Écosse. D'Abidjan à Washington, en passant par Paris et Dublin, des capitales et personnalités du monde entier ont salué la monarque. Elle est la monarque à la longévité record, 70 ans de règne et âgée de 96 ans. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée. Elle souffrait depuis octobre dernier de problèmes de santé, immense émotion au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Alexis Oudraogo. La nouvelle est tombée ce jeudi en provenance de Buckingham Palace. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée. Montée sur le trône en février 1952 à 25 ans à la mort de son père George VI, elle régnait depuis plus de 70 ans sur les pays du Commonwealth. C'est le plus long règne d'un monarque britannique. En juin dernier, Elisabeth II célébrait son jubilé de platine, des festivités qui ont présenté au monde entier l'affection du peuple britannique pour sa souveraine. Elisabeth II a connu plus d'une quinzaine de premiers ministres, vu les Royaumes-Unis entrer dans l'Union européenne puis en sortir à la faveur du Brexit, mais surtout affronter de nombreuses épreuves sur le plan personnel, comme la mort de Diana, sa belle-fille, en 1997, ou plus récemment les critiques de son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle. En avril 2021, elle a dû faire face à la disparition de son époux, le prince Philippe, à qui elle était mariée depuis près de 73 ans. La reine aux tenues colorées, toujours assortie, ne sortant jamais sans son chapeau et son sac, a vu ces derniers mois son état de santé se dégrader. Pour son jubilé, elle avait même dû limiter ses apparitions publiques pour se préserver, avant de s'installer dans sa résidence de Balmoral. Son fils aîné Charles, 73 ans, premier dans l'ordre de succession, devrait lui prendre la relève. Ce jeudi, le drapeau britannique est en berne. Elisabeth II avait 96 ans. Justement, je vous donne le contenu de ce télégramme du président de la République adressé à son Altesse royale, le prince Charles, prince de Galles. Votre Altesse, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès survenu ce jeudi 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral en Écosse de votre illustre mère, Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'âge de 96 ans. Je voudrais saluer la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle, 40e monarque a régné sur la couronne britannique depuis Guillaume le Conquérant pour son don de soi, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle s'est engagée pour défendre le royaume aux côtés des troupes britanniques. Je rends hommage à une grande philanthrope dont la longévité de vie et de règne de 70 ans, ainsi que les immenses œuvres de charité ont fait d'elle l'une des souveraines la plus respectée et la plus aimée de son peuple. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre adresser à votre Altesse, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, de même qu'à la famille royale, mes condoléances les plus émues et mes sentiments de profonde compassion, très haute considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Et ici, justement, en Côte d'Ivoire, le président de l'UDPCI revient au RHDP. Mabry Touakus, à la tête d'une forte délégation représentant son parti, s'est rendu ce jeudi à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, pour lui annoncer son retour au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Annonce bien accueillie par plusieurs membres du RHDP présents. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de ce retour, indiquant qu'il en est heureux. 419 élèves de l'École nationale d'administration sont en fin de formation. Le baptême de la 56e promotion Tiemoko Melie Kone a lieu ce jeudi. Le vice-président de la République les met en mission. Ils doivent s'inscrire dans la rigueur et l'obligation des résultats. Serge Collier. 419 élèves, soit 160 femmes et 259 hommes. Voici résumé en chiffres et en lettres la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, présentée à l'occasion de son baptême et de sa prestation de serment. Ces énarques sont désormais rompus aux thématiques liées à la gouvernance des politiques publiques. Après 30 mois de formation, et nous avons des mots d'infinie gratitude à l'endroit du vice-président de la République qui a accepté que notre promotion puisse porter son nom. Nous partons auréolés de toutes ces expériences et nous sommes désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire partout où besoin sera. Nous devrons des fonctionnaires incorruptibles, des fonctionnaires qui devront impacter l'administration positivement. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, félicite la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré, pour le travail abattu. Elle invite la promotion à mettre les compétences et connaissances acquises en pratique. La 56e promotion a l'honneur de porter le nom de Tiemoko Melie Kone. De la 56e promotion de l'ENA, le pari, dont vous avez choisi de porter le prestigieux nom. Vous vous devez de le porter avec responsabilité et honneur. Jamais vous ne le déshonorerez. Toujours, vous vous en inspirerez. Et ainsi, vous grandirez et déploierez vos ailes à l'ombre de la discrétion, de l'humilité, de la compétence et de l'efficacité. En mission, ils ont le devoir de mériter la confiance placée en eux. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire leur donne comme devise 3 valeurs: excellence, solidarité et probité. Le projet de promouvoir une fonction publique ainsi orientée vers le service de la qualité est fondamental. Il repose essentiellement sur la logique d'obligation de résultats et de performance. Il s'avère alors impératif, pour faire prospérer une telle administration, de renforcer sa dynamique grâce à des animateurs motivés, à des fonctionnaires bien formés, compétents et capables d'affronter la compétitivité dans un monde globalisé. Et c'est avec cette espérance que nous accueillons aujourd'hui votre sortie officielle. Chers filles, je vous invite à vous approprier la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour accélérer la transformation structurelle de notre économie et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence le baptême de la promotion Tiemoko Melie Kone. Remise de diplômes au major, passation de tradition entre la 56e et la 57e promotion et défilé des 419 sortants constituent les grandes articulations de cette cérémonie. Et le vice-président de la République s'est aussi entretenu avec le président de la commission de l'UMOA, Tiemoko Melie Kone, et Abdoulaye Diop ont fait le point sur la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On retient qu'il y a un redémarrage de la croissance économique après la crise sanitaire. Jérôme Kofi Abolin. Abdoulaye Diop, il est le président de la commission de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Abdoulaye Diop, ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire,
Il y a été reçu par le vice-président de la République, Thiemoko Meliet-Kone. Cette rencontre a été pour lui l'occasion d'évoquer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'UEMOA. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point de l'état de l'Union, de la marche de l'Union, à la fois au plan économique et au plan institutionnel, mais surtout au plan économique. Nous avons partagé la situation qui se caractérise principalement par un redémarrage de la croissance économique, comme vous le savez, après cette période de Covid. C'était l'occasion pour saluer tous les efforts faits par nos États, nos gouvernements respectifs, pour dégager des ressources et appuyer les populations. Et bien sûr de saluer l'accompagnement et tous les efforts faits par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son vice-président, son premier ministre et les membres du gouvernement pour accompagner la commission de l'UEMOA dans ses actions de tous les jours. À côté de ces aspects économiques, nous avons discuté des aspects institutionnels et cela nous a permis de déblayer un ensemble de perspectives, en tout cas qui devraient permettre à la Commission de trouver les meilleures solutions pour que notre Union maintienne en tout cas le cap de la marche de l'intégration pour le plus grand bien de nos populations et bien sûr de nos États. Pour Abdoulaye Diop, les performances de l'économie ivoirienne sous la direction du président Alassane Ouattara sont à saluer, en ce sens qu'elles contribuent à maintenir au plus haut niveau l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et l'actualité, c'est aussi ce taux qui interpelle en Côte d'Ivoire, c'est 47% d'analphabétisme. La première dame entend désormais s'impliquer dans l'alphabétisation, surtout que les femmes sont les plus touchées par la situation. Dominique Ouattara était la marraine des travaux de l'UNESCO. L'organisme a choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. On en parle avec Mahama Traoré. Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Ce jeudi, la capitale économique accueille des experts venus du monde entier à la faveur de la célébration officielle de la 55e journée mondiale de l'alphabétisation. Pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire d'être le pays hôte des festivités, la première dame Dominique Ouattara décide de parrainer l'événement, avec à ses côtés des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Cette célébration intervient au lendemain de la remise officielle du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Kone a donc dévoilé les remèdes que propose ce rapport en vue de lutter contre l'analphabétisme, un mal qui, selon l'UNESCO, touche 771 millions de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart. Plusieurs recommandations ont été formulées et j'aimerais en citer 3. La première, élargir le concept de l'alphabétisation et intégrer le continuum alphabétisation, formation, intégration socio-économique. En deuxième lieu, renforcer les capacités nationales des acteurs pour concevoir, gérer et conduire des programmes d'alphabétisation dans une perspective à long terme. Et troisièmement, améliorer davantage la qualité des programmes d'alphabétisation en termes d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2500 centres d'alphabétisation. L'encadrement proposé en ces lieux d'apprentissage est d'ailleurs au cœur des travaux de cette 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, d'où le thème « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». Nous devons élargir notre vision pour mieux prendre en compte toute la valeur des multiples espaces d'apprentissage sur les lieux de travail, dans les familles et au sein de la communauté et d'autres espaces considérés comme informels. Ces espaces doivent être adaptés à la diversité des intervenants. Vous savez que l'UNESCO est l'organisation qui, au niveau mondial, protège et promouvoir la diversité culturelle, la diversité linguistique. Dans cette dynamique de vouloir inverser la tendance, l'UNESCO peut désormais compter sur un soutien de taille, celui de la première dame Dominique Ouattara, qui s'engage à s'investir davantage pour réduire le taux d'analphabétisme de l'ordre de 47%
en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons aujourd'hui est l'occasion idéale pour des échanges scientifiques et communautaires qui permettront de dresser l'état des lieux des actions menées et d'identifier les défis en matière d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, notre objectif est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national à courte échéance. Ceci implique l'engagement de tous. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui. Les femmes autonomes sont plus enclines à adhérer à des programmes d'alphabétisation. Je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent davantage dans l'alphabétisation de nos populations. Je salue tout particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est d'un grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation, avec notamment la mise à disposition d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle liant le numérique à l'apprentissage de la lecture et du calcul. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'UNESCO est à n'en point douter un allié de premier choix pour relever le taux d'alphabétisation dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi j'invite toute la population à adhérer à ces programmes en faveur de l'alphabétisation, car il y va de leur épanouissement. Cette célébration est également le lieu de primer les 6 lauréats 2022 des 2 prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. Il s'agit des prix UNESCO Roi Sejong et prix UNESCO Confucius, respectivement financés par les gouvernements coréens et chinois. Et on reste dans la coopération. Les 2 pays se félicitent justement d'une action qui renforce les relations. 2,4 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Japon offre à la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe doit servir à la promotion et la mécanisation de l'agriculture. L'accord de don signé entre le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon. Des détails avec Khalil Diomandé, Sephora Zegui. Signature d'accord de coopération entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Kamara et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire. Cet accord est relatif à l'octroi d'un don d'un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,4 milliards de francs CFA. Une enveloppe destinée à la fourniture des tracteurs et d'engins pour la promotion de la mécanisation et l'amélioration de la productivité agricole dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de flambée des prix généralisée, en raison des situations géopolitiques mondiales, je suis très heureux que mon pays accorde à temps à la Côte d'Ivoire ce genre de soutien qui renforcera sa sécurité alimentaire. Et ce programme contribuera à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience des communautés locales. La chef de la diplomatie ivoirienne se félicite de l'excellence et de la vitalité de la coopération ivoiro-japonaise, dont la signature de cet accord de don constitue une preuve supplémentaire. Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon notre reconnaissance et notre sincère gratitude pour cette importante aide. Je voudrais réitérer mon invitation au secteur privé japonais à prendre la place qui lui revient dans le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, notamment par la transformation sur place de nos matières premières agricoles et minières. Il faut noter que ce don s'inscrit pleinement dans le plan national de développement PND 2021-2025. Il fait suite à 2 soutiens financiers récents du Japon, respectivement d'un montant de 73 milliards de francs CFA dans le cadre de l'appui d'urgence en réponse à la COVID-19 et de 107 milliards de francs CFA destinés au projet de renforcement de la liaison électrique Taabo-Kosu-Boaké. La relation ivoiro-japonaise plus que jamais solide et inscrite dans une dynamique intemporelle.
Je vous emmène à Yamoussoukro. Ce jeudi était une journée de travail au Sénat. Nialé Kaba, ministre du Plan et Développement, a présenté devant les sénateurs le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Le gouvernement ivoirien mise ainsi sur l'efficacité dans la conduite de toutes ces actions. La Commission des affaires économiques et financières a voté pour ce texte. Le reportage de Kader Sogodogo. Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, est l'hôte du jour de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle est porteuse d'un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. La Côte d'Ivoire, sous l'auspice du chef de l'État, s'est engagée depuis 2012 dans une modernisation de son administration. La bonne gouvernance est l'objectif visé. Il est temps de faire de l'évaluation un principe majeur. On est l'un des premiers pays en Afrique à adopter un texte réglementaire pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques. L'objectif, c'est plus de redevabilité, c'est des politiques publiques plus efficaces. Il est nouveau pour nous, il est nouveau en Afrique et même de par le monde. Il n'y a pas longtemps que beaucoup de pays développés procèdent à une évaluation des politiques publiques. Une grande première pour le continent, relevée par les sénateurs. C'est une loi qui démontre l'engagement de la Côte d'Ivoire à être un pays démocrate, un pays comptable qui est redevable devant sa population. Et nous voulons donc, de ces faits, féliciter Monsieur le Président de la République. C'est l'appréciation d'une politique dans sa conception, dans sa mise en œuvre, dans son exécution et dans l'appréciation également de ses résultats. Et c'est en cela qu'un réflexe avant-gardiste que la Côte d'Ivoire a en formalisant donc cette activité majeure. Nialé Kaba a raison d'arborer un sourire. Les débats auront duré 7 heures de temps. L'engagement des sénateurs à bien faire les choses s'est fait constater. Ils ont d'ailleurs accordé leur quitus au projet de loi. 47 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales et 26 plus 4 quads pour la police. C'est la dotation du président de la République à ces différentes entités. Le matériel remis à la police permettra de lutter contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, engage ses hommes à œuvrer pour l'atteinte des objectifs avec ses moyens de déplacement. Le reportage d'Abou Sadougou. C'est la 4e remise de véhicules au corps préfectoral et à la police nationale en un an. Au total, 26 véhicules et 4 quads pour la direction de la police chargée de la lutte contre le trafic de drogue et 47 véhicules de commandement pour le corps préfectoral, dont du président de la République Alassane Ouattara, qui vise à renforcer les capacités de la direction de la police des stupéfiants et des drogues et pour faciliter la mobilité des membres du corps préfectoral. C'est la première fois que la DPSD bénéficie d'une dotation particulière en matériel roulant. Je prends l'engagement devant vous de faire une bonne utilisation de ces engins qui permettront sans doute à ces unités d'obtenir des résultats satisfaisants. Les efforts du gouvernement en général et de notre ministre en particulier constituent un signal de ce qu'ils attendent de vous sur le terrain. Vous devez donc être à la hauteur en jouant avec honneur, dignité et efficacité votre partition dès lors que votre mobilité est désormais assurée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a appelé les bénéficiaires à continuer de mériter la confiance du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je voudrais, chers collaborateurs, vous dire que dans le sillage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons toujours tout faire pour apporter un tant soit peu une touche d'amélioration à vos conditions de travail et de mobilité. Cela est une préoccupation majeure pour nous. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a dit son engagement à continuer de travailler afin d'apporter des réponses aux besoins les plus urgents, notamment la résorption du déficit de véhicules de commandement, l'acquisition des véhicules de transport de troupes et de patrouilles, la poursuite du maillage du territoire du service de police et la construction ou la réhabilitation des résidences et des bureaux des autorités préfectorales.
Et la remise de ce matériel qui va aussi soutenir les actions du ministre des Transports. Il s'est engagé à réduire les accidents sur nos routes. Amadou Koné a donc décidé de mettre en œuvre une série de réformes. Une réforme notamment est prise pour changer le système d'immatriculation des véhicules. Et attention, désormais, il y a le permis à points. Il en a parlé avec les acteurs de ce secteur. On le voit dans ce reportage de Nancine Bakayoko. En lançant le permis à points, le ministre des Transports espère responsabiliser les conducteurs de véhicules en pénalisant ceux dont les comportements peuvent mettre en danger la vie des usagers de la route. Les objectifs qu'il vise seront difficilement atteints si les concertations ne sont pas suffisamment larges pour prendre en compte toutes les préoccupations et contraintes. C'est pourquoi je me réjouis de votre forte mobilisation qui témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement des secteurs de transport terrestre. Selon le projet, il sera alloué à chaque permis de conduire un capital de points qui fera l'objet de diminution en cas d'infraction par son détenteur. Ces textes qui ont été pris visent donc à tout mettre en œuvre pour que la question de la sécurité routière soit effective en Côte d'Ivoire et sur nos routes. Donc nous comprenons donc la démarche du ministre des Transports qui veut coûte que coûte obtenir un consensus donc en faisant une large concertation. L'autre problème abordé au cours de cette rencontre, ce sont les plaques d'immatriculation défectueuses, illisibles et fantaisistes. En réponse à cette épineuse problématique, le ministère des Transports envisage de mettre en place un nouveau système d'immatriculation des véhicules articulé autour des axes suivants. La dématérialisation du processus d'immatriculation, de fabrication, de distribution et de pose des plaques d'immatriculation. La dématérialisation du système d'immatriculation devrait permettre une disponibilité des plaques d'immatriculation dans les 5 minutes qui suivent l'édition de la carte grise. Des mesures aussi en santé, le ministre Pierre va rencontrer les managers de la santé publique. La rencontre avec les directeurs généraux, départementaux et régionaux vise à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Le ministre remobilise et lance un appel à la responsabilité. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Raquette, non-respect de la gratuité des soins, mauvais accueil, les décès dus à la négligence du personnel, c'est le sombre tableau dans les établissements sanitaires dépeint par l'inspection du ministère de la Santé. Cette rencontre entre le ministre Pierre Demba et les managers du système sanitaire autour de la gouvernance des hôpitaux, de la redevabilité et de la responsabilité vise à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Occasion alors pour les professionnels de la santé de prendre des engagements. Ce n'est pas normal qu'un médecin ne soit pas à sa garde. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une cohésion dans la chaîne de prise en charge, ce qu'on appelle le continuum des soins. Désormais, nous allons aller reprendre notre cheval de bataille. Il y a eu cependant des efforts et après avoir salué les réformes entreprises par le gouvernement pour l'amélioration de l'offre sanitaire, Jean-Marie Améogo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, exhorte au renforcement de l'application des textes sans oublier la répartition équitable des ressources humaines. Ce qu'on a arrêté de faire ensemble, à savoir à travers ce cadre de redevabilité, on pourra encore accélérer les efforts. Et dans les prochains mois, on verra que de plus en plus, on a de meilleurs indicateurs de santé. Repréciser les responsabilités de chacun, remobiliser le personnel de la santé. Pierre Demba rassure les directeurs régionaux, départementaux et les directeurs généraux. Au niveau du personnel et du capital humain, nous avons besoin de retravailler pour que les gens se remobilisent. Il faut qu'il y ait plus de responsabilité. Il faut que l'éthique et la déontologie soient respectées par les acteurs pour que nous puissions arriver vraiment à administrer des soins qui soient de qualité. Il faut que l'accueil des patients soit vraiment une préoccupation dans les hôpitaux. La réunion de ce jour traduit la volonté du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de pallier les insuffisances du système sanitaire national. Dans cette optique figure en bonne place la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Voici le point ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 8 septembre 2022 15 nouveaux cas de Covid-19, 16 guéris
et malheureusement un décès. À la date du 8 septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 885 cas confirmés, dont 86 031 personnes guéries, 821 décès et 33 cas actifs. Au total, 18 502 317 doses administrées contre la COVID-19. Et un an après la recommandation par l'Organisation mondiale de la santé d'un premier vaccin antipaludique, un second suscite maintenant beaucoup d'espoir. Les résultats d'un essai clinique sont publiés ce jeudi, entre 80% et 17% d'efficacité en fonction du protocole. Le vaccin R21 Matrix M, développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, il pourrait en effet être produit rapidement en grande quantité, de quoi laisser espérer une diminution de 70% des décès liés au paludisme d'ici à 2030. Les fonctionnaires ivoiriens sont en joie depuis la veille du 7 août dernier, vous le savez, puisque le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé des mesures sociales les concernant, au nombre desquelles la revalorisation de l'indemnité de logement, la prime de transport, l'allocation familiale et en fin d'année, une prime exceptionnelle. Et ce n'est pas tout, il y aura des discussions avec le secteur privé sur une augmentation du SMIC. Pour expliquer toutes ces décisions, 5 centrales syndicales viennent de rencontrer les travailleurs. Walter Amadou Ouattara. Première assemblée générale conjointe. Cette rencontre, initiée par les leaders des 5 centrales syndicales, est une opportunité pour eux de communiquer sur les récentes mesures sociales prises par le président de la République, Alassane Ouattara. Vous voyez qu'on a déjà eu un relèvement de la pension de 5%. Et cela a été fait avec rappel depuis janvier 2022. C'est un gain des centrales syndicales et c'est à saluer. Le dialogue social tel que prôné par les normes de l'Organisation internationale du travail est en train d'être vivifié en Côte d'Ivoire par le patronat, le gouvernement et les centrales syndicales. Et par la pratique régulière, nous allons apporter les fruits succulents aux travailleurs du secteur privé. Le gouvernement a été instruit par le chef de l'État afin d'entamer des discussions avec le secteur privé sur une augmentation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est actuellement de 60 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. La séance est conduite pour l'UGTCI par Donzo Boadou, pour Dignité par Bli Blé-David, pour la FESACI CG par Traoré Yacouba, pour l'UNAT RCI par Kodibo Yves et pour Humanisme par Soro Mamadou. Ces leaders ont expliqué les étapes des négociations en cours entre les centrales et le patronat ivoirien. Le représentant du patronat s'est félicité de l'ambiance cordiale qui a prévalu et exhorte les travailleurs du privé à la sérénité. On a toujours trouvé des accords pour que le climat social au secteur privé soit apaisé, qu'il nous laisse continuer. Il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure. D'ici certainement décembre, si on arrive à s'accorder, une très bonne nouvelle pourrait leur parvenir. Au terme des échanges tenus dans une des salles de conférence de la cathédrale Saint-Paul au Plateau, les travailleurs du secteur privé ont réaffirmé leur confiance à leur leader pour mener à bien les négociations dans l'intérêt de tous. Présent dans le département d'Agny-Bilekro, le ministre Siandou Fofana était le week-end dernier à Brendoukro. C'était pour l'investiture du bureau de la mutuelle du village face aux populations. Et il a exhorté chacun à s'impliquer dans le développement de la localité. Le reportage d'Emma Niamien. La main gauche sur le cœur et la droite levée. James Assandé Honoré s'engage ainsi devant parents, amis et invités à remplir sa mission avec dévouement et responsabilité. Investi ce jour comme président de la mutuelle de développement solidaire de Brendoukro, village de la sous-préfecture d'Akobo-Assoué dans le département d'Agny-Bilekro, il s'est donné comme mission de renforcer l'unité au sein du village et aussi œuvrer pour que le développement soit une réalité dans cette localité. Les défis sont majeurs. C'est au niveau de la santé, du bitumage des routes et de la mobilisation autour de notre concept Ensemble construisons demain. Nous devons être ensemble. Sans la paix, nous ne pouvons pas réussir notre mission. Parrain de la cérémonie, Soilieu Grand Boutier, a indiqué que diriger une mutuelle n'est pas aussi simple
comme on pourrait le penser. Il a donc invité les populations à les soutenir afin qu'ils réussissent sa mission. On peut venir dans une mutuelle, pas seulement avec de l'argent, mais avec son savoir-faire, avec son carnet d'adresse, avec sa capacité à tenir des activités. Et donc chacun doit apporter ce qu'il peut pour que la mutuelle soit vivante. Représentant le ministre-gouverneur Pascal Kwakwa Binan, le ministre du Tourisme et des Loisirs a exhorté les populations à s'impliquer dans le développement de leur village avant d'indiquer qu'il est prêt à soutenir tous les projets visant à leur apporter un mieux-être. Mes chers parents, ne désespérez jamais. Nous sommes là et nous sommes à vos côtés. Et ce qui vous revient, vous reviendra. Nous menons le bon combat, le combat du développement. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs enseignants et le meilleur élève à l'examen du CEPE de l'IEP d'Agnible-Kourou ont été primés. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Celui qui démontre qu'on lui répète des choses n'est pas forcément sourd.